Merci. Merci beaucoup. Si vous êtes d'accord, on va passer aux questions de nos collègues députés. Madame Rouleau avait demandé la parole en premier, Monsieur Feignet et Madame Adisabé ensuite. Adisabé, pardon. Adisabé. Je suis désolée. Ça va venir, il faut être compréhensif. Pardon ? Oui, non, j'arriverai avant. Et Madame Grangier aussi. À ce stade, c'est les prises de parole que j'ai. Madame Rouleau, vous commencez, mais on continuera après, vous embêtez. Oui, merci mesdames pour votre témoignage. Je regrette un petit peu de ne pas avoir entendu madame tout le monde, mais ce sera peut-être une prochaine fois. J'ai 2 questions à vous poser. Alors, je dois dire aussi que j'ai entendu parler davantage des parents que de l'enfant. Mais j'ai 2 questions précises à vous poser. Tout à l'heure, vous disiez... les visites médiatisées, on souhaiterait que ces visites se passent au domicile des parents. Donc, je voulais plus de précision parce qu'en fait, souvent, quand le juge ordonne une visite médiatisée, c'est par exemple en cas de violence conjugale où justement l'enfant doit continuer. Je prends un exemple, ça pourrait être la mère, mais on va dire le père. L'enfant doit continuer à voir le père et on ordonne des visites médiatisées dans un lieu, je reconnais avec vous, complètement impersonnel, mais ce qui permet d'éviter que les parents, quand il y a des violences familiales, se rencontrent. Donc je voulais plus de précision parce que je n'ai pas bien compris dans quel domicile vous souhaitez que ces visites médiatisées se passent. Donc une précision sur ça parce que je ne vous ai pas assez comprise. Et deuxième question sur le rapport, et là je vous rejoins. Voilà, en tant qu'ancienne avocate, effectivement, moi, j'avais pas le droit de donner le rapport d'assistance éducative à mes clientes. Alors, voilà, les avocats traduisent un petit peu le rapport, quand même. Elles donnent un petit peu le contenu du rapport, mais souvent, elles ne le donnent pas en photocopie, tout simplement parce que le parent peut être extrêmement blessé et que le rôle, c'est peut-être plutôt de traduire l'idée que de donner un rapport qui peut faire effectivement extrêmement mal. Donc, il faut savoir aussi qu'on peut demander un autre rapport. Alors, bien évidemment, c'est long. Il y aurait sans doute à travailler dessus, effectivement, pour peut-être avoir plusieurs témoignages, effectivement, sachant que l'avocat, quand il est là, peut effectivement demander à ce que des choses soient rajoutées dans le rapport. Moi, ce que je ne manquais pas de faire quand je... Voilà. C'était sur les 2 questions. Alors, je peux peut-être commencer à répondre et puis on complétera après. L'idée, c'était peut-être de prendre les 3 questions et puis ensuite de vous laisser répondre dans la globalité. Oui, si ça vous... on répond 3 questions, oui. Non, mais des autres parlementaires. Ah, d'accord. Merci. Excusez-moi. C'est OK, Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage et pour les propositions que vous avez faites, qui me semblent pertinentes. Comme le disait ma collègue, sur notamment la possibilité de lire les rapports qui sont écrits par les éducateurs, par les travailleurs sociaux avant l'audience chez le juge des enfants. Et puis aussi peut-être sortir de cette illusion de la neutralité, notamment sur les visites médiatisées, et puis d'inventer effectivement d'autres possibles pour le lieu de ces visites. Alors effectivement, vous avez raison, le barycentre de la protection de l'enfance, ça a toujours été le placement, et notamment en lien avec la pauvreté, et ça a toujours été... la crainte pour les familles bénéficiaires, entre guillemets, de l'action sociale et de la protection de l'enfance, a toujours été la crainte du placement. Et toute l'action sociale et toute la protection de l'enfance se tourne encore aujourd'hui autour de cette crainte du placement. Et ça, c'est tout à fait dommageable, et d'où l'importance de mettre davantage de moyens au niveau de la prévention primaire, de la prévention individuelle, de contractualiser avant d'en arriver à des mesures d'aide, de ce qu'on appelle l'aide contrainte. Vous l'avez dit aussi, le mot qui revient tout le temps, très souvent dans ce que vous dites, c'est le temps. La question du temps. La question du temps qui est, vous avez votre temps à vous, vous avez le temps de vos enfants, vous avez le temps de la rencontre, et puis les administrations et puis les associations
ont leur propre temps, un temps qui est de plus en plus contraint. Je vois qu'aujourd'hui, entre une décision du juge et la mise en œuvre de cette décision, on peut attendre 6 mois, peut-être même davantage. Donc effectivement, cette question du temps, c'est le temps de la rencontre et le temps de l'échange, c'est fondamental. Et chaque fois que, effectivement, je pense qu'on a les moyens, ou on se donne les moyens de donner la parole, que ce soit dans des groupes de parole, que ce soit dans des entretiens, que ce soit dans des ateliers d'expression, et bien chaque fois, on peut permettre effectivement de sortir de ce sentiment d'impuissance sociale dans lequel on peut légitimement se retrouver. Alors moi, j'avais juste une question. C'était sur vous avez évoqué les statistiques. On parle, effectivement, hier on le disait aussi, il y a des administrations qui donnent des stats, d'autres qui donnent d'autres stats. Il n'y a pas de lien entre l'administratif, le judiciaire, etc., entre les statistiques aussi, qui pourraient être mises à disposition par toutes les associations habilitées au niveau de la protection de l'enfance. Et ma question concerne la connaissance des trajectoires des personnes qui sortent des mesures de placement, qui sortent des mesures d'assistance éducative, de connaître effectivement leur trajectoire, d'avoir leur témoignage et leur process d'intégration ou pas, de répétition des situations, comme vous le dites effectivement. La répétition, c'est quand on subit les choses de génération en génération. Par contre, la possibilité justement de faire le choix par rapport à les modes de transmission qu'on peut donner aux enfants et sortir de ces processus de répétition. La question c'est, est-ce qu'il y a des stats à votre connaissance sur les enfants, les parents qui sont sortis de ces mesures d'assistance éducative et de placement? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous, Mesdames. Et puis surtout, merci à vous, Madame Le Dins. Je sais que c'est pas évident pour vous d'être ici. Je sais que ça vous a demandé beaucoup de courage que de venir témoigner devant nous et de porter la parole aussi de tous les parents qui ont participé au chantier famille, dont vous avez lu des extraits, je crois. Et à travers la lecture de ces extraits, vous avez aussi porté leur parole. Et pour cela, je vous remercie. Moi, j'avais une question qui s'adresse à vous, Madame Le Dins, et puis j'avais aussi une question pour vous, Mesdames. Et avant ça, entre les deux, un témoignage aussi. Moi, j'aimerais savoir s'il y a une chose qui, lors du placement de vos enfants, aurait pu être changée de votre point de vue, la chose la plus importante, s'il fallait en retenir qu'une, pour vous, laquelle ça serait? Une chose qui vous a particulièrement paru anormale, scandaleux, honteux, et vous dites, mais ça, enfin, c'est pas possible, ça devrait se passer autrement. Si vous deviez en retenir qu'une, laquelle ça serait? Et pour vous, Mesdames, pour tout le monde aussi, je voudrais vous faire part d'un témoignage. Moi, le 13 octobre dernier, j'étais avec des membres d'ATD dans ma circonscription à Méry-sur-Oise pour la journée internationale du refus de la misère. Et j'ai pu rencontrer une maman qui s'appelle Françoise, qui a été elle-même placée à l'âge de 10 ans. Sa mère était là, son père était là. Françoise est maman de 2 enfants, une de 10 ans qui est placée, et un petit Georges qui a 2 ans et demi et qui pourrait aussi bientôt être placé. Françoise est une maman qui est en situation de handicap fort, qui vit avec le papa de son fils Georges, qui est lui aussi en situation de handicap fort. Et Françoise, c'est ce que vous disiez. Elle fait tout, elle essaye vraiment de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire au mieux. Elle ne demande qu'à être aidée. À l'heure actuelle, elle est dans un centre parental. Et dans ce centre parental, la directrice et les équipes qui accompagnent Françoise, le papa et le petit Georges, constatent que le petit Georges reste encore en carence éducative. Pourtant, ils constatent, eux aussi, un attachement de Françoise à son enfant, des liens qui existent, des liens d'amour. Mais il n'y a pas de solution, en fait. Il manque un lieu pour accueillir Françoise, le papa et le petit Georges, pour leur permettre de rester ensemble et pour ne pas briser ce lien. Et pour permettre à Françoise d'être accompagnée. Françoise ne demande que ça et ce lieu n'existe pas. Je sais qu'il y a un lieu expérimental qui existe depuis plus de 25 ans, je crois, à Noisy-le-Grand. Et j'aimerais que vous nous en parliez aussi. Je sais que ce lieu-là ne peut pas être dupliqué faute de moyens. C'est un lieu où
l'enfant n'est pas considéré comme seul, comme devant être sauvé de sa famille et comme devant être retiré et placé, puis après replacé dans sa famille quand ça va mieux, puis retiré, puis de nouveau placé. C'est un lieu où on accueille la famille dans son entièreté et on essaye de réparer les liens et de consolider les liens pour que les parents puissent, eux, rompre ce cercle vicieux, ces liens vicieux qu'il y a entre grande pauvreté et placement, ce que vous dénonciez, Madame Truong. Voilà, pardon d'avoir été un peu longue, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, je suis désolée, il y a encore une question. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et pour votre témoignage qui m'a beaucoup touchée. Effectivement, il faut créer, innover, inventer. Et la phrase, votre première phrase que vous avez eue, qui était l'aide qu'on a reçue nous a enfoncé plutôt qu'aider, m'a beaucoup touchée. Qu'est-ce qu'on peut inventer, qu'est-ce qu'on peut créer pour essayer d'améliorer effectivement le vécu des placements et par les parents et pour les enfants. Les travailleurs sociaux, par leur accompagnement, ont pour la mission de rendre les adultes libres et responsables de leurs choix. Ils sont formés à la grande pauvreté, je peux en témoigner. Ils sont formés à l'écoute bienveillante de chacun, de chaque personne qu'ils peuvent rencontrer. Ils prennent effectivement la personne avec leur histoire. Ça peut être une histoire de placement, ça peut être une histoire douloureuse. Et on ne peut pas occulter cette histoire parce qu'on sait qu'elle fait partie de la personne. On ne peut pas nier. Ce n'est pas un handicap, c'est ce qu'on est. Dans les enquêtes de protection de l'enfance, l'environnement détaillé doit être décrit de manière approfondie. Si effectivement la salle de bain, la chambre est complètement moisie, c'est écrit. Si le logement est surpeuplé, c'est écrit et c'est pris en compte. C'est pris en compte non pas pour pénaliser la famille, c'est pris en compte pour pouvoir justement travailler dessus avec l'aide du travailleur social référent à la famille. Le travailleur social chargé de l'évaluation de protection de l'enfance travaille toujours de manière coordonnée avec le travailleur référent du département. Si le logement est inadapté, avant le placement d'un enfant, la première chose qui est faite et qui est travaillée sera forcément de trouver un autre logement à la famille. C'est la première des missions du professionnel qui accompagnera cette famille. Si une maman se retrouve à la rue avec son enfant, il ne le sera pas automatiquement placé, au contraire. Le département va avoir l'obligation de trouver un relogement à cette maman, et notamment dans des hôtels. C'est des choses que je faisais au quotidien. C'est pour ça que je peux en témoigner. Réellement, ma question, elle a été posée au départ. Réellement, effectivement, moi j'entends bien le lien entre placement et pauvreté. J'aimerais clairement avoir un rappel peut-être sur les causes des placements qui ne sont pas forcément liées directement à la pauvreté. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que vous semblez en faire un lien direct qui, oui, il y en a certainement un, mais la cause du placement n'est pas le mal logement, n'est pas le mal nourri. La cause du placement, c'est bien autre chose. Il faut un événement traumatique grave pour qu'on place un enfant aujourd'hui. Merci, je vais vous laisser répondre, mesdames. Je vous laisse. Commencer par la dernière question, on répondra à tout. Hein. Là, vraiment, moi je suis avocat, j'ai été professionnelle de la protection de l'enfance et je ne partage pas votre appréciation. Hein. C'est-à-dire jamais un juge ne placera un enfant en disant qu'il le place pour cause de pauvreté. Ça, c'est clair. Hein. Les textes ne disent absolument pas ça. Mais que dans les placements, il y ait des causes du placement qui ont engendré des problèmes éducatifs qui ensuite vont être ceux qui vont être pris par la décision de placement, c'est-à-dire que s'il y avait eu
une aide appropriée, cette aide au logement que vous avez faite quand vous étiez professionnel et que vous décrivez, s'il y avait une aide appropriée, eh bien, les problèmes éducatifs n'auraient pas pris l'ampleur qu'ils ont prise dans tel dossier et que ça conduit au placement. Donc là, réellement, si on faisait une recherche-action sur les dossiers d'assistance éducative, on verrait beaucoup de dossiers dans lesquels c'est cet engrenage-là, c'est-à-dire des vrais problèmes de pauvreté qui aggravent les problèmes éducatifs qui sont rencontrés dans certaines familles. Toute famille doit avoir des problèmes éducatifs, donc c'est aggravé. Et la cause du placement, ce sont ces problèmes éducatifs qui ont été aggravés par la pauvreté. Et moi, je pense que beaucoup de rapports de la protection de l'enfance ne sont pas du tout ceux que vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'analyse, de rendu compte de l'analyse des parents qui parlent de leur enfant, pour déjà répondre partiellement à l'une des autres questions posées, c'est-à-dire que les parents voudraient pouvoir, dans la co-construction, parler de leurs enfants, des besoins fondamentaux, des difficultés qu'ils rencontrent, des remèdes qu'ils peuvent mettre en place. Et si ce travail est fait, ce qui permettrait aux juges d'avoir les éléments de décision, dans beaucoup de dossiers, il n'est pas retranscrit dans les rapports qui sont très pauvres, avec très lacunaires, avec des formules qui pourraient apparaître comme trop générales, pas assez rattachées à du concret, et parfois le rapport dont dispose le juge pour prendre sa décision ne permet pas réellement une décision totalement éclairée. Alors que si on était dans la construction, oui, il y aurait toutes ces étapes. On a parlé du PPE, mais il y en a plein d'autres. Le rapport à mi-parcours, l'évaluation de l'impact des visites sur les enfants. Toute une série de moments où les parents peuvent, comme l'ASE, parler concrètement de leur enfant et que cela étaye, donne du contenu au rapport de manière à éclairer le juge vraiment. Alors, les associations habilitées font en général des rapports plus détaillés. Parfois, les associations habilitées font de la coécriture des rapports, c'est-à-dire que sur tous ces sujets de la vie de l'enfant, on a à la fois l'exposé de ce que les parents voient, la position des parents et la position de l'ASE, c'est décrit dans le rapport. C'est très éclairant, ça c'est la coécriture que nous recommandons réellement. Puisque j'en suis au rapport, je voudrais aussi répondre à ce problème des rapports. Donc, il est de pratique courante aujourd'hui à l'ASE, et c'est l'avocat qui parle après le magistrat qui voyait ces procédures, que le rapport arrive le matin de l'audience. Donc, on n'a rien reçu avant. Bien entendu, actuellement, les parents ne peuvent pas avoir une copie du rapport. C'est l'avocat qui leur en parle ou ils le consultent au tribunal. Donc, c'est la copie simplement. Ils peuvent consulter intégralement, mais c'est parfois difficile pour les parents de prendre toute la substantifique moelle du rapport s'ils ne sont pas accompagnés. Mais ce qui est surtout dramatique, c'est premièrement la pauvreté des rapports tels que je viens de les décrire, où justement, on ne parle pas des parents. On parle de ce que dit l'ASE. Je vous prends un exemple très concret, puisqu'on va aussi parler des visites médiatisées. Parfois, on nous dit, l'ASE dit, la visite s'est mal passée, elle a déséquilibré l'enfant. Alors, quel est le critère pour savoir que l'enfant a été déstabilisé après une visite ? Parfois, il y a le fait qu'il n'était pas propre, il a eu un passage où il n'était plus propre. Bon, comment est-ce qu'on analyse ça ? Est-ce que parce qu'il y a une difficulté après une visite, c'est forcément parce que la visite s'est mal passée ? Ça pourrait être exactement l'inverse. C'est que la visite s'est très bien passée et l'enfant, se rendant compte qu'il doit attendre 3 semaines pour la prochaine visite, souffre et a des symptômes de souffrance plutôt que de visite qui s'est mal passée du fait des parents. Bon, là-dessus, cette visite qui s'est mal passée, ça ne peut pas être qu'une appréciation de l'ASE. Il faut que ce soit une appréciation qui puisse être travaillée avec les parents en fonction donc de ce que vivent les enfants. On est bien sûr à la recherche toujours, c'est le seul critère de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses besoins fondamentaux. Sur les rapports qui tombent le matin de l'audience, nous avions à TD proposé dans le cadre d'amendements qui auraient pu être déposés dans le cadre de la loi sur l'enfant, de dire que si un rapport
n'était pas déposé au dossier avant un délai raisonnable qui doit être fixé au moins à 4-5 jours, le temps que le parent puisse préparer sa défense, eh bien, il devait être écarté des débats. Il faut réellement que ce soit, malheureusement, une prise en compte réelle et qu'on arrête de considérer qu'il y a du contradictoire lorsque les parents découvrent ce rapport très, très intellectuel, qui manque beaucoup de concret pendant l'audience. Il est tétanisé et il n'y a aucun contradictoire. Donc tous ces petits morceaux montrent qu'on peut affirmer que dans aucun autre secteur du droit, de la justice, il y a un tel déni du principe du contradictoire. Donc là, il faut vraiment pouvoir y remédier. Je prends la suite. Je vais essayer de regrouper certaines questions pour être plus efficace. Je commence par cette question au sujet du droit de visite à domicile. C'est vous, madame. Indépendamment de vous avez pris un exemple de violence conjugale. Par rapport au danger que ça peut représenter pour un enfant de retourner à domicile, si dans ce domicile il y a de la violence, par exemple. En fait, la phrase élaborée et les parents ont travaillé, ce qui a été lu là a été travaillé pendant 2 ans. Donc autant vous dire que chaque mot a été pesé. Les parents ont textuellement demandé à ce que les droits de visite se passent à la maison tant que ça ne représente pas un danger pour l'enfant. Donc ils ont conscience qu'il y a des situations où ce n'est pas souhaitable. Et ça me permet de rebondir sur la petite remarque au tout début. On a entendu parler beaucoup plus des parents que des enfants. Pour le coup, c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Et ces parents ont souvent vécu eux-mêmes un vécu en protection de l'enfance. Ils ont souvent des choses à raconter eux-mêmes sur leur propre enfance, à faire dresser les cheveux sur la tête, ce qui est bon pour un enfant ou pas. Ils ont moyen d'en avoir conscience. Après, on peut aussi avoir des pratiques éducatives qui ne sont pas forcément bonnes pour son enfant sans s'en rendre compte. Bien sûr, ça arrive. Hein. Mais voilà, on peut prendre en considération le point de vue des parents sans nécessairement perdre la responsabilité qui est la nôtre de faire attention à ce que ça veut dire au sujet des enfants. En ce qui concerne monsieur, vous avez mentionné le fait que ça pourrait être aidant. On parle beaucoup d'une aide qui aide vraiment. Vous avez mentionné l'idée que former des groupes, le fait de se mettre en groupe, de parler ensemble, ça pouvait être quelque chose qui pouvait éventuellement aider. Les parents avaient un point de vue sur ce que nous, on appellerait la paire aidance. Ce n'est pas leur mot, mais vous aviez réfléchi à proposer quelque chose qui relève de ça. Alors, il devrait y avoir des lieux de rencontre entre parents d'enfants confiés. Cela nous donne de la force aux personnes qui vivent ça tout seuls. À plusieurs, on se soutient. On peut tout souder sans crainte et que ça se retourne contre nous. Et on peut aussi se donner des conseils entre parents, créer un lien d'amitié. On doit être en confiance pour faire cela, mais attention, ce que l'on dit reste entre nous et ne doit pas être surveillé. Donc le groupe doit être animé par quelqu'un de neutre. On souhaite que ce ne soit pas un professionnel de l'ASE ou d'un service de protection de l'enfance, mais une personne de confiance venant d'associations ou d'un centre social, avec si possibilité un parent ayant vécu cette situation. Est-ce que tu peux répondre à madame Alors, il ne s'agit pas de raconter ta vie personnelle, il s'agit d'identifier quelque chose qui était particulièrement insupportable et peut-être que tu as vu aussi en partageant la vie des autres parents du groupe. Alors pour ma part, mes 3 enfants ont été placés, oui, mais il y a une différence entre les 3, c'est qu'il y en a une qui est revenue à la maison et que ça a créé du coup une différence entre les 2 premiers et la dernière, et du coup, et ça a créé aussi un conflit qui n'avait pas lieu d'être avant entre frères et sœurs.
Et ça, c'est très compliqué à gérer. Donc on n'est pas en train de dire qu'il faut placer tous les enfants en une fratrie par principe. Voilà, on dit des choses et il faut aussi dire ce qu'on ne dit pas. Voilà, ce dont tu parles, c'est les conséquences éducatives induites par des mesures différentes pour différents enfants, sachant que ces mesures peut-être se justifiaient tout à fait. La dentelle sur le terrain fait qu'on peut proposer des choses différentes à différentes personnes. Tu prends la suite. La question de Madame Adi Zadeh, pourtant j'avais fait un effort, je suis désolée. Alors moi je vous dis que dans 1 heure ça sera intégré. Donc effectivement, vous soulignez un problème majeur, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui, au-delà de la période où il y a des centres mère-enfant, ne peuvent pas, alors que parfois le juge constate, j'ai des situations où le juge constate qu'il n'y a pas de problème éducatif, simplement il y a une fragilité qui suppose qu'on puisse continuer à faire jouer du collectif. Eh bien, il n'y a pas d'accueil parent-enfant au-delà de 2 ans, je crois, 3 ans, bon, et voilà, ça proroge inutilement des placements qui sont également extrêmement coûteux pour la collectivité. Il y a un vrai besoin, dans des cas ciblés, quand le juge constate, c'est l'hypothèse que vous donnez, une véritable attention de la maman, mais des fragilités qui ne permettent pas de considérer qu'une AEMO serait suffisante. Je voudrais aussi, à ce moment, avant de passer la parole à Mme Truong pour Noisy-le-Grand, parler des AEMO qui souvent sont presque vides. C'est-à-dire que les parents craignent le placement, mais il y a vraiment des mesures d'AEMO qui se déroulent avec une visite de temps en temps qui ne peut absolument pas suffire à obtenir des changements importants. Et tout à coup, il y a un signalement au juge avec des jugements qui disent... Beaucoup de jugements disent ça, attendu que cette famille est suivie en AEMO depuis de nombreuses années, que selon le rapport de l'ASE, la famille ne s'est pas saisie des aides éducatives qui avaient été mises en place, ça c'est SIC, c'est des formules, ordonnons le placement. S'il y avait des AEMO contenantes où on pouvait vraiment travailler avec la famille sur ses difficultés, mobiliser les partenaires, comme vous le dites, madame, pour pouvoir travailler aussi sur le matériel qui conduit à des difficultés éducatives majorées, eh bien, on n'aurait pas ce passage automatique d'une AEMO presque vide à un placement, ce qui est vraiment une hypothèse assez courante. Enfin, comme vous avez pris l'exemple des violences conjugales, je voudrais rappeler qu'il y a encore, au niveau des politiques et des décideurs, de temps en temps, une conviction que pratiquement tous les placements se font dans un contexte de violence. Voilà. Si on menait des recherches-actions pour aller travailler les dossiers d'assistance éducative au-delà des jugements qui sont parfois très très rapides, on verrait que beaucoup de placements se situent en dehors du contexte de violence. Nous sommes les premiers à considérer à ATD que quand il y a un contexte de violence avéré, la première mesure est la mise à l'écart, et puis le placement durera autant que la sécurité nécessaire ne sera pas retrouvée, peut-être par un travail personnel. Enfin, là-dessus, nous sommes totalement en phase avec ce type de placement. Noisy-le-Grand. Avant de parler de Noisy, je voudrais juste compléter par rapport à cette idée de représentation communément admise concernant les raisons des placements et du coup qui sont les parents des enfants protégés. Voilà, ni criminels, ni pervers sexuels dans leur grande majorité. C'est pas moi qui l'ai dit la première, ça s'est déjà dit par un directeur de MEX dans une audition précédente. Mais je voulais préciser le poids de ces représentations. En fait, c'est des mots, on est en train d'une représentation, on parle d'idées là, mais ces idées, elles ont des conséquences hyper concrètes, rien que sur la façon dont on se dit bonjour quand on rencontre un travailleur social et qu'on est une maman, un papa, qui est pris dans l'engrenage, dans la machine qui parfois peut être sourde et aveugle. Donc le récit sociétal est très violent, très négatif sur les familles des enfants protégés. Le récit médiatique est absolument en dessous de tout.
la seule chose qui a été dite dans les journaux concernant ce couple qui a enlevé son enfant de la maternité et qui est parti tout récemment, ils ont été rattrapés en Belgique, la seule chose que les journaux ont réussi à dire, c'est qu'ils ont fait de la prison avant, donc voilà, on les présente comme des criminels, etc. Il y a une étude présentée aux Assises de la protection de l'enfance en 2018 ou 2019, c'était à Nantes, d'une chercheuse qui a justement travaillé sur la représentation qu'on peut avoir sur les parents d'enfants protégés. Elle avait fait cette étude sur différents groupes, dont la population générale. Sans surprise, la population générale pense que globalement, tous les enfants placés sont des enfants battus, pour faire les choses courtes. C'est plus compliqué que ça. Il y avait un groupe en particulier qui avait l'opinion la plus négative que les autres. C'était qui ? C'était les étudiants en travail social. Pendant leurs études, et c'est normal, on leur met devant les yeux à longueur de journée des situations inacceptables en se posant la question de comment on peut intervenir là-dedans, etc. Mais ça laisse des traces. Après, quand on va dans les familles, on cherche peut-être, à force de chercher ce qui fait danger, on oublie de regarder ce qui peut être rassurant et ce qui peut faire socle pour travailler ensemble. Concernant Noisy-le-Grand, on sera plus exhaustif dans le questionnaire qu'on vous remplira, parce qu'effectivement, ce lieu, qui est un lieu historique d'Atelier Carmonde, construit à l'endroit du bidonville où est née l'association en 1957 à Noisy-le-Grand. Ce lieu, on y fait des choses, mais des choses qui ne sont pas forcément reproductibles exactement ailleurs en France, et c'est d'ailleurs pas sa vocation. À Atelier Carmonde, on n'est pas là pour faire des choses et après les multiplier à l'infini, on est là pour expérimenter et tâcher après, c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui, mais on le fait dans les écoles de travail social, on le fait un peu partout où on nous appelle, tâcher d'inspirer et de donner aux travailleurs sociaux la conscience qu'ils peuvent aussi oser autre chose que cette binarité AEMO placement dans laquelle ils se sont enfermés aussi. Donc c'est une cité de promotion familiale où on travaille dès le début, qui a été voulu par le fondateur d'Atelier Carmonde, où on travaillait en deçà de la parentalité, on travaillait déjà la conjugalité, le fait de se mettre ensemble quand on est un garçon et une fille de la très grande pauvreté. Qu'est-ce que ça implique ? Pourquoi on se met ensemble ? C'est pas toujours que de l'amour. Il peut y avoir plein d'autres raisons, notamment je veux sortir de ma famille où ça allait pas très bien, etc. En quoi ça a un impact sur la stabilité de ce couple et sur le désir ou pas de faire famille. Et on y travaillait évidemment la parentalité. En ça, il y a des centres parentaux qui cultivent, pas forcément exactement les mêmes pratiques, mais un esprit très très semblable. Aujourd'hui, on a le statut de CHRS avec des bons et des mauvais côtés. En particulier, être un CHRS, ça implique des choses en termes institutionnels qui sont, du coup, c'est un peu difficile de garder l'esprit et la possibilité de l'expérimentation. Voilà, donc c'est un peu à double tranchant. On y réfléchit, mais ce qu'on fait là-bas, ce qu'on fait à Noisy, effectivement, c'est qu'on soutient globalement les familles dans toutes les dimensions de leur vie, en les sécurisant d'abord par un logement. Voilà, ils n'ont plus peur d'être à la rue. Éventuellement, ils vivent encore dans une seule pièce, oui, pendant quelques mois, effectivement. Mais, et on met ça en œuvre avec un regard croisé, permanent, dans toutes les décisions à prendre chaque jour entre Atelier Carmonde et des travailleurs sociaux. Voilà, et donc on y fait la preuve à la fois que c'est possible, à la fois que c'est éternellement difficile, parce qu'on s'identifie à des personnes différentes dans la famille, parce que voilà, la bonne réponse, la juste réponse, c'est forcément une dentelle et une dentelle collective. Mais voilà, on montre que c'est possible. Mais attention, c'est pas magique. Face à la misère, voilà, personne n'a de baguette magique. Lorsqu'on passe en deuxième étape, c'est-à-dire lorsque, après quelques années dans le centre de promotion familiale, les familles peuvent déménager et se retrouver dans un logement un peu plus loin, et puis retourner dans quelque chose qui ressemble plus à du droit commun, avec un soutien de notre part quand même pour accompagner la transition. C'est arrivé que des placements arrivent à ce moment-là, et que donc, quelque part en creux, malheureusement, on fasse la preuve que le droit commun n'arrive pas toujours à soutenir ces familles dans leur ensemble à la hauteur dont ils auraient besoin. Et là, on en revient à cette question de mais quel lieu possible où il y a à la fois un collectif qui permet de soutenir et qui serait une réponse aussi à ces placements qui s'éternisent ou à ces
avec des droits de visite où on est obligé de médiatiser la visite qui s'éternise. J'ai assisté à un colloque récemment où des travailleurs sociaux se posaient la question de mais au bout de combien de temps de droits de visite médiatisés on doit se dire bon on arrête tout parce qu'en fait au bout de combien de temps mais en fait il y a des situations où oui il serait sûrement juste d'arrêter tout, voilà comme on dit, mais c'est quand même une façon pudique de parler d'adoption. Mais il y a aussi des situations où, en fait, le lien d'attachement est sain. Le parent veut apprendre, le parent est en capacité d'apprendre dans une certaine mesure, et aussi, dans une certaine mesure, des choses qu'il n'arrivera jamais à faire complètement. Un enfant est capable de comprendre ça. Un enfant est capable de s'attacher à d'autres adultes que son parent de façon sécure. Bref, il y a d'autres solutions à trouver que, effectivement, ces placements sans fin que dénoncent les parents et que dénoncent les professionnels également. Pardon. Ah ben on a répondu, non ? C'était ça, le fait que des mesures différentes prises pour différents enfants, en fait, ça a mis le souk dans les relations entre les enfants, ça a conduit à d'autres problèmes en termes de relations dans la famille. Voilà. Oui, peut-être on pourra avoir un retour écrit qui complétera le questionnaire si ça vous convient. Encore une fois, monsieur, ce ne seront pas des statistiques nationales. C'est pas nous qui pouvons faire ça. Mais on peut tâcher de trouver des exemples et de vous les décrire. Il faudrait rajouter la question de monsieur dans le questionnaire pour qu'on pense à l'écrire. Voilà. Eh bien, merci infiniment pour votre expertise et votre témoignage, Madame Le Dins. Merci, c'était très utile à notre commission d'enquête. Vous m'aviez dit qu'éventuellement, je pourrais reprendre un tout petit peu, donc 2 secondes, hein, une demi-minute. Non, je voulais juste vous dire que vous nous aviez demandé ce que nous, éventuellement, on voudrait changer en protection de l'enfance. Moi, je reviens là-dessus, c'est-à-dire vraiment que l'ASE, comme certaines associations habilitées qui l'ont vraiment, puissent comprendre qu'on ne peut rien faire sans les parents, cette participation adéquate au processus de décision, c'est obligatoire. C'est des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui l'ont dit, et vraiment qu'il y ait une vraie réflexion l'ASE là-dessus, comme des bonnes pratiques se développent dans le secteur habilité. Et puis il y a quelque chose dont on n'a pas reparlé à mon niveau de juriste peut-être, c'est donc ce droit à l'accompagnement qui est très important. Ce n'est pas l'avocat. Hein, moi, je vois très bien, d'abord, il n'y a pas toujours des avocats, hein, et puis il y a parfois des avocats qui ne passent pas beaucoup de temps sur ces dossiers d'assistance éducative. Et donc, qu'il puisse y avoir à côté de ces avocats en complément un tiers taisant qui sécurise le parcours. Nous travaillons à ATD à un statut sur le tiers taisant. Il n'intervient absolument pas à l'audience. Il intervient avant, il intervient après pour comprendre comment s'est passée l'audience. Il a aidé dans la préparation, il aide dans le fait d'assimiler. Et nous pensons vraiment que ça pourrait être utile à côté du droit à l'accompagnement qui, pour nous, nous paraît devoir être aussi très général avec des exceptions cadrées. Hein, c'est-à-dire... Alors, nous, ce que nous voulons faire à ATD, c'est des bénévoles choisis par le justiciable, mais formés, qui comprennent bien son rôle pour qu'ils ne prennent pas la place des autres, ni la place de la personne qui est là, du justiciable, ni la place de l'avocat, quelque chose d'autre qui le sécuriserait. Nous avons des bonnes expériences et nous voudrions pouvoir continuer des démarches innovantes. Merci pour ce complément. On mettra ça aussi par écrit. Super. Oui. Ouais. Parfait. Non, mais très bien. Merci. On reprend dans 3-4 minutes, si ça vous va. Oui.